oui. C'est un peu différent de la question des condamnations. Est-ce qu'il y a des autorisations explicites sur tous ces manuscrits? Non, pas en art, mais il y a des sur les thèses philosophiques. C'est les condamnations de 177, c'est plutôt des thèses philosophiques. Mais ces condamnations en grammaire, et en logique, sont importantes quand même. Enfin, je ne sais pas s'il en existe d'autres, d'ailleurs, mais voilà, je voulais signaler. Oui. Oui, c'est bon. Je suis à la retraite maintenant, je ne fais plus des exposés sans notes. Alors, ouais, il faudrait y réfléchir. La question de l'autorité est intéressante. En fait, je ne sais pas si elle se pose en réalité au Moyen-Âge, dans le sens où, à partir un maître enseigne s'il a la licencia docendi au XIIe siècle, s'il est adoubé à l'université au XIIIe siècle. Donc, à partir du moment où il enseigne, son enseignement circule sous la forme de texte et donc peut être lu. Maintenant, de savoir si c'est
lu ou pas lu, on ne le sait que parce qu'il est cité, que certaines opinions se retrouvent, etc. Donc ça fait un milieu, et donc là on peut se dire que c'est un maître qui a eu une influence. Autant en théologie, il y a cette notion d'autorité, elle vaut, autant pour les arts du langage, j'ai du mal enfin les arts du langage, si on prend ces disciplines-là, j'ai un petit peu de mal à le dire. D'autre part, pour reprendre, je sais plus, ça touche un peu au point 1 et au point 3, il y a le sens de l'historicité, c'est-à-dire il y a le sens que les antiques, par exemple, au tournant à notre époque, début du XIIe, ils disent les antiques lisaient la logique in re et nous, les moderniers, on l'invoquait. Bon, il y a un sens de l'histoire. Il ne faut pas oublier quand même une chose, c'est que c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur la reprise de la doxographie, c'est-à-dire le fait que dans un certain milieu, à certaines époques, il y a des arguments qui sont repris, donc ça fait quelque chose de cumulatif. Il y a des choses qui sont totalement... Il y a des traditions qui sont complètement arrêtées. Notre grand Abélard, qu'on aime tant, qui est vraiment l'introducteur d'énormément de choses, ces textes au XIIIe siècle n'étaient pas connus, ça s'est arrêté. Il y a eu un texte de son école, alors est-ce que c'est parce qu'il a été ensuite condamné en théologie que du coup son enseignement des arts n'a pas marché? Mais il y a des traditions qui s'arrêtent, il y a des électrons libres, il y a des ensembles disjoints. On a travaillé sur le Catholicon de Johannes Balbi, ça n'a pas à voir vraiment avec ce qui se passait à Paris à l'époque. Donc il y a aussi des bulles comme ça. C'est vrai que moi je me suis beaucoup intéressée à l'université de Paris au XIIIe siècle, ou à Paris au début du XIIe avec Anne. Là c'est des milieux, et dans des milieux comme ça circule. Les arguments sont repris, etc. Donc il y a une difficulté par rapport à ça. Il y a un sens de l'historicité, il y a aussi effectivement un sens différent probablement de ce que ça sera ensuite. Bacon le dit bien, il y a une seule sagesse quelque part. C'est-à-dire que la sagesse lui dit la translatio studiorum, qui est aussi une translatio linguarum, c'est-à-dire que la sagesse a été transmise, comme il dit, aux Hébreux, aux Grecs, aux Arabes, chacun dans leur langue, c'est la même sagesse quelque part. Donc il y a un peu cette idée d'universalité de la sagesse. Il y a quand même l'idée que certaines thèses doivent être abandonnées. J'aurais pu parler de la condamnation des thèses occamistes, du statut contre les occamistes, très intéressant, beaucoup étudié. Le statut contre les occamistes, ça vise évidemment certaines théories, il y a des thèses linguistiques, mais maintenant de plus en plus on se dit c'était pour l'éliminer du devant de la scène à cause de son ecclésiologie, son rapport au pape et tout ce qu'on veut. Donc en fait, il faut aussi voir à quoi ça sert ces thèses. J'ai donné ces thèses en grammaire, il faudrait voir à quoi ça sert. Est-ce que c'est pas pour éliminer des adversaires plutôt que par de conflits de doctrine. En tout cas, c'est quand même un exemple là vraiment d'une thèse linguistique qui est condamnée pour son contenu et qui, je crois, montre l'arrière-plan ontologique de ces thèses. La grammaire, elle fonctionne. On ne peut pas, au Moyen-Âge, prendre la grammaire toute seule ou la logique toute seule. Tout ça, c'est trop en interaction. Mais c'est sur ces critères, il faudra regarder. C'est intéressant. Merci. J'ai noté. Il y avait Didier tout à l'heure, non? Oui, enfin bon, tu as en partie répondu aux questions posées par Christian, donc on discutera cette fois. Et pour la notion de spécialiste, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que en réalité, ce qu'on voit, c'est ces interactions. Si on prend la grammaire, la logique, alors on dit toujours le trivium, ça ne marche pas le trivium, hein, il faut arrêter avec le trivium. Le trivium, c'est grammaire et logique, et la rhétorique, elle est complètement à part. Ça c'est une chose. Il y a beaucoup d'idées quand même comme ça qui sont fausses. Par exemple, que la pragmatique, je l'ai lu dans un livre qui vient de sortir, que c'était la rhétorique qui avait introduit la notion d'acte de langage et de pragmatique, ce qui n'est absolument pas vrai pour le Moyen-Âge. Et la rhétorique, elle est à part. D'abord parce qu'on a la rhétorique cicéronienne qui est plutôt, à part quelques commentaires au début sur Cicéron, on l'oublie dans les arts au sens des interactions avec la grammaire et la logique. Par contre, la rhétorique cicéronienne, elle est appliquée partout. On a des arts poétiques, on a des arts de prêcher, des arts de parler, etc. Tout ça, c'est de la rhétorique cicéronienne. Et la rhétorique aristotélicienne, elle arrive après, mais elle sert beaucoup plus à une théorie des passions, à l'éthique et autres. Donc, cette histoire de trivium, ça ne marche pas. Ce que je voulais juste dire, c'est que selon les critères aristotéliciens, chaque discipline doit avoir son objet propre, distinct des autres, etc. Il n'arrête pas de le dire, et en même temps, ces croisements sont sans cesse en jeu, mais sans confusion. C'est-à-dire que la grammaire s'occupe de la correction, la logique s'occupe de la vérité, etc. Chacun a sa place, mais on sait ce que fait l'autre sur la théorie de la proposition, c'est clair.
Donc c'est des interactions, et ça je ne sais pas à quel point c'est la même chose dans les autres périodes. Il y aurait c'est vrai qu'on pourrait faire un questionnaire à partir de ce que tu disais, élaborer un questionnaire pour le poser. Je suis désolée, hier je ne pouvais absolument pas écouter, avant-hier d'ailleurs Émilie, je lirai volontiers tout ce qui a été écrit, mais c'est vrai que c'est que par ces points de vue comparatifs qu'on peut arriver à formuler ce genre de questions, et ça c'est l'intérêt de notre travail commun. Je pense qu'on peut s'arrêter et passer à la suite. Merci beaucoup.